Bonjour à tous. Nous allons discuter au sujet de la prévention des hyperpigmentations à la suite d'un acte de dermatologie interventionnelle. J'ai la chance d'avoir avec moi deux experts en la matière, Thierry Passeron et Dr Daniel Barollet, et qui vont certainement nous apporter des solutions magiques. Mais avant de commencer, je voudrais résumer et peut-être définir les limites de cet exposé. En effet, un dermatologue qui pratique une intervention chez un patient redoute surtout une hyperpigmentation plus ou moins définitive qui va durer pendant plusieurs mois, alors que ces hyperpigmentations physiologiques, si on peut dire, qui disparaissent au bout d'une dizaine de jours, ne sont pas redoutables. En effet, après une dermatologie interventionnelle, il y a un facteur inflammatoire qui stimule la mélanogénèse et qui, si cette hypermélaninose est purement épidermique, est tout à fait bénigne et disparaîtra spontanément. Par contre, si jamais de la mélanine tombe dans le derme, soit par incontinence, soit, comme l'ont démontré les auteurs coréens, parce que certains mélanocytes tombent dans le derme, et bien à ce moment-là, on va avoir une incontinence dermique, et les mélanophages, qui sont des macrophages, ont un système enzymatique insuffisant pour détruire un apport important de mélanine. Si bien que cette mélanine reste dans les mélanophages à titre de tatouage. À partir de ça, je vais demander l'avis de ces éminents experts concernant leur attitude vis-à-vis de la prévention de ces hyperpigmentations post-interventionnelles. Bonjour, effectivement, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les hyperpigmentations post-inflammatoires peuvent se rencontrer sur tout type de peau. C'est vrai que c'est fréquent et c'est plus fréquent sur les personnes de phototype élevé, mais on peut rencontrer une hyperpigmentation post-inflammatoire à tout âge et sur type de peau. Donc je pense que ça, c'est déjà un point qui est très très important. En termes de, j'aborderai peut-être plus le traitement médical. Aujourd'hui, malheureusement, on sait encore très peu de choses sur la physiopathologie de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Le traitement de référence, en tout cas le traitement préventif en post-acte lorsqu'on a une personne qui est vraiment à risque, c'est deux aspects importants. Tout d'abord, une photoprotection. Une photoprotection très régulière. On sait que c'est les 15 jours, 3 semaines qui suivent un acte qui sont les plus importants. Et faire une photoprotection avec un écran qui va protéger des UVB, des UVA, mais aussi probablement de la lumière visible. Dans les suites, les dermocorticoïdes restent le traitement de référence et doivent être utilisés là encore dans les 15 jours qui suivent lorsque l'acte le permet, parce que par exemple si on fait une dermabrasion du visage entier, c'est extrêmement compliqué et peut-être que d'autres alternatives sont possibles. Vous avez une autre alternative? J'abonde dans le sens du docteur Passeron sur le fait que la prévention est très importante et peut-être aussi pendant la consultation initiale avec le patient de mentionner si le risque est accru en demandant si dans le passé il y a déjà eu de l'hyperpigmentation ou des taches brunes qui sont survenues suite à des blessures cutanées. De peut-être procéder à une évaluation vis-à-vis l'acte qu'on prévoit de faire et peut-être même de prévoir, c'est-à-dire de faire un traitement préventif dans la semaine qui précède l'intervention qui pourrait diminuer le risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, post-acte, qui survient en général à peu près 3 semaines après le traitement. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a deux choses. La première, c'est, on parle d'hydroquinone à débuter 3 semaines après l'acte. Si un patient est phototype 4-5, par exemple, et a un passé d'hyperpigmentation, même les caucasiens, et à ce moment-là, la personne va commencer un hydroquinone 4% en crème quotidiennement. 4% quand même? Oui, en crème qui est disponible en Amérique et au Canada. 3 semaines après l'intervention, et l'application va être continuée pour au moins 1 mois. L'autre volet, il est plus technologique. On utilise à ce moment-là des LED, donc la photobiomodulation à titre préventif, et on la commence 1 semaine avant.
le patient peut venir au cabinet pour recevoir les traitements avant l'intervention ablative ou l'intervention laser spécifique vasculaire ou pigmentaire, ou on peut prêter un appareil, un petit appareil selon la surface à traiter, et le patient va procéder au traitement lui-même à la maison à tous les 48 heures dans la semaine qui précède l'intervention. Et de cette façon, on peut réduire l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors, est-ce que vous utilisez le laine isolé ou est-ce que vous l'associez aux corticoïdes ou à la corticothérapie locale? Tout dépendant s'il y a présence ou non d'inflammation. Alors, on parle d'intervention, on sait qu'on va créer une inflammation. Alors, il n'y a pas nécessairement, parce qu'on n'est pas certain que l'hyperpigmentation post-inflammatoire va survenir. C'est sûr. Donc, moi, je ne prescris pas de corticoïdes en post-traitement, surtout quand c'est ablatif. Uniquement. Pardon? Laine uniquement. Et vous utilisez la photomodulation uniquement? Uniquement, et l'hydroquinone 3 semaines après. Et 3 semaines après. Je pense qu'il y a deux aspects à bien regarder, c'est l'aspect préventif et l'aspect curatif de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. J'abonde totalement dans votre sens. Il faut d'abord regarder le risque. Et si on a une personne qui est vraiment très à risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, je pense qu'il faut déjà ne pas faire l'acte, en tout cas si c'est un acte esthétique, parce que les risques d'hyperpigmentation post-inflammatoire restent majeurs. Et il faut savoir parfois dire non si cet acte est trop à risque. Lorsqu'on a une personne qui est à risque modéré et que dans ce cas-là, effectivement, c'est de mettre bien au repos déjà par une photoprotection auparavant. Dans les suites, les dermocorticoïdes peuvent être utilisables, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais lorsqu'on fait une dermabrasion complète, effectivement, c'est pas toujours faisable. Et après, lorsqu'il y a eu la cicatrisation et que la personne a développé une hyperpigmentation post-inflammatoire, il faut essayer d'agir assez rapidement. Et dans ce cas-là, effectivement, moi j'utilise plutôt un duo de Klingman, c'est-à-dire hydroquinone et dermocorticoïdes. J'évite de mettre un trio parce que c'est souvent irritatif et on va avoir quelques soucis pour essayer de traiter. Mais là, on n'est plus dans la prévention, on est dans le traitement. Après, ce qui est très très difficile, c'est les hyperpigmentations anciennes, où il y a toute la mélanine qui est tombée dans le derme, et là on va avoir vraiment de gros soucis à traiter. Les traitements topiques ne vont pas fonctionner, c'est de la photoprotection. Parfois on peut essayer certains lasers, mais qui sont eux-mêmes à risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc il faut faire une zone test et bien expliquer aux patients que malheureusement, le plus souvent, ça ne va pas fonctionner. J'avais une question concernant l'hydroquinone par expérience personnelle. Dans certains cas, l'hydroquinone peut être irritatif et peut aggraver l'hyperpigmentation. Est-ce que vous avez observé des cas semblables? Surtout avec le cocktail de Klingman avec addition de la trétinoïne. Si naturellement on met la trétinoïne, l'irritation... Et avec l'hydroquinone simple? L'hydroquinone simple peut aussi irriter. Il y a des gens qui vont, devant l'hyperpigmentation, en appliquer abondamment et trop fréquemment. Et là, oui, il peut y avoir un phénomène irritatif. Et c'est pourquoi les LED peuvent être utilisés aussi non seulement en préventif, mais en curatif. Tout à fait. Et l'intérêt des LED aussi, c'est qu'à une longueur d'onde dans l'infrarouge, on pénètre dans le derme, ce que les topiques ne peuvent pas nécessairement faire tout le temps, étant donné la limitation de l'absorption de la crème. Alors là, ça devient intéressant et on ne stimule pas le pigment puisqu'on n'est pas dans le visible, on n'est pas dans le rouge, on n'est pas dans le bleu, on est dans l'infrarouge. Je pense que c'est très important parce que effectivement, toutes les longueurs d'onde, vous êtes bien placé pour le savoir, n'induisent pas les mêmes effets. Et nous, on a montré que le bleu est contraire pro-pigmentogène, donc vous utilisez plutôt du rouge ou de l'infrarouge, c'est ça? Plutôt de l'infrarouge, oui, tout à fait. Oui. Alors je me tourne vers Thierry Passeron, puisque tu vis dans un lieu ensoleillé. Est-ce qu'il y a vraiment des saisons ou des mois où tu évites toute intervention sur phototype foncé? J'évite toute intervention d'une façon générale. Certains actes laser, même sur phototype clair, je ne vais pas faire un acte du CO2 fractionné, par exemple, en plein mois de juillet sur la Côte d'Azur. Ça, c'est totalement à proscrire, même en faisant une prévention. Et je conseille la photoprotection toute l'année, parce que, encore une fois, même si la saison joue, même si le phototype joue, on peut se retrouver avec une hyperpigmentation chez un sujet de phototype clair en plein hiver. Donc il faut vraiment penser à cette photoprotection et sur les phototypes les plus élevés, effectivement, peut-être proposer un traitement préventif un peu plus agressif. Et au Canada, alors, est-ce qu'il y a des saisons, l'été indien? L'été est très court, donc les gens s'exposent beaucoup. Alors souvent l'été, on fait beaucoup de consultations et l'hiver, on fait beaucoup de traitements. Donc on peut repousser le traitement à l'automne et c'est moins risqué à ce moment-là. Des questions pour tous les deux. Il a été
proposer l'acide tranexamique à titre de prévention. Les auteurs asiatiques qui ont une grosse expérience de l'acide tranexamique ont tendance à le proposer en prévention par voie orale avant les interventions. Est-ce que tu en as l'expérience? Est-ce que vous en avez l'expérience l'un et l'autre? Non, pas moi. Alors, nous on connaît bien l'acide tranexamique dans le mélasma, oui. où il y a une étude récente qui est en cours de publication dans le JAD qui montre que l'acide tranexamique, dans une étude randomisée versus placebo à 250 mg 2 fois par jour pendant 3 mois, permet de diminuer le mélasma. Et on a montré il y a un peu plus d'un an maintenant que la vascularisation stimule la pigmentation. Et lorsque on a une hyperpigmentation post-inflammatoire, il y a de l'inflammation, mais il y a aussi, et on le voit au niveau histologique, il y a une néo-angiogénèse qui se fait. Donc il est tout à fait possible que le processus de néovascularisation participe à cette stimulation. Cependant, à ma connaissance, il n'y a pas des données aussi robustes en prévention de l'acide tranexamique dans l'hyperpigmentation post-inflammatoire que ce que l'on a maintenant dans le mélasma. Le dernier point, c'est que je rappelle que l'acide tranexamique, à la fois dans le mélasma et dans l'hyperpigmentation post-inflammatoire, se fait hors AMM, avec quand même un risque certes faible et un risque de thrombose. Donc même si ce risque est très faible, il faut savoir et ne pas le proposer chez des personnes qui sont à risque thromboembolique avec tabac plus pilule par exemple. Mais je voulais mentionner une courte étude pilote que j'ai faite dans mon bureau avec 11 patients et l'importance de la photoprotection dans l'hyperpigmentation post-inflammatoire. On a induit des plaies de laser CO2 dans le dos des patients et on a exposé les zones traitées au laser CO2 à un simulateur solaire. Et l'hyperpigmentation post-inflammatoire était beaucoup plus importante lorsqu'il y avait eu exposition à un simulateur solaire. Donc, c'est très, très important, non seulement non seulement de traiter l'hyperpigmentation qui est présente avec le cocktail de Kligman ou avec de l'hydroquinone à 4%, mais aussi de surenchérir l'importance de la protection solaire avec un SPF 60 et d'éviter le soleil à tout prix. Et c'est surtout important pour les patients asiatiques qui souvent vont se présenter pour des consultations pour des taches pigmentaires, des lentigines, des kératoses séborrhéiques lisses, pour lesquelles les traitements sont faits au visage, donc des zones photo-exposées. Et ces gens-là sont très concernés et vont hyperpigmenter souvent. Alors pour cette population en particulier, c'est très important de leur mentionner de se protéger du soleil. Alors un problème de... Pardon, mais compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, on a développé un modèle d'hyperpigmentation post-inflammatoire et même sans exposition solaire, juste avec l'exposition ambiante, les personnes pigmentent. Le seul moyen de protéger, c'est de mettre un pansement totalement opaque. Et donc c'est pas toujours pratique en chirurgie éventuellement, mais sur un visage entier, c'est pas possible. Mais j'abonde totalement dans votre sens. La photoprotection, c'est majeur. Il ne faut pas regarder que le SPF. Il faut avoir une protection contre les UVB, les UVA et très certainement la lumière visible, en tout cas les longueurs d'onde courtes de la lumière visible, ce qui est différent des longueurs d'onde plus vers le rouge et l'infrarouge qui sont a priori plutôt protectrices effectivement. Alors un problème de timing qui est très important. Je pense que après une intervention, il y a deux phases. Il y a une phase bénigne où il y a une hyperstimulation du mélanocyte plus ou moins physiologique et une phase grave où à ce moment-là il y a une possible incontinence pigmentaire dermique. Quand est-ce que l'un et l'autre vous considérez qu'on risque de passer à la seconde phase et quelle est votre attitude ? Alors, en fait, il y a deux choses. Le premier point, c'est qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est bien démontré, que c'est les 15 jours, qu'un maximum 3 semaines post-acte qui sont cruciaux pour le développement de l'hyperpigmentation. Après, l'importance de l'incontinence pigmentaire, c'est-à-dire du fait d'avoir de la mélanine dans le derme, dépend de l'intensité de l'hyperpigmentation, mais aussi de la cause. Si on prend par exemple un lichen qui va avoir un infiltrat qui va grignoter la basale, on va avoir une incontinence pigmentaire majeure et donc la cause joue énormément. Et c'est sûr que lorsqu'on a déjà tout le pigment qui est dans le derme, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, au niveau de la prévention, est-ce qu'il y a certains actes qui prédisposent plus particulièrement à des hyperpigmentations qui atteignent, tu as parlé de la basale, je pense que c'est un point très important parce que ça favorise la chute du pigment dans le derme. Est-ce qu'il y a un type d'intervention où tu redoutes plus particulièrement les hyperpigmentations post-inflammatoires? Les traitements ablatifs profonds, laser CO2, Herbia-Miag, plus le dommage, par exemple, solaire qu'on retire avec le traitement ablatif est profond, plus le risque est grand. Et si on traite des lésions pigmentaires en particulier,
en particulier chez les gens asiatiques. Donc, on est déjà dans un bassin de pigmentation, on veut le retirer. Alors on arrive à la conclusion en 3 mots, chacun, votre attitude de prévention, en 3-4 mots. Photoprotection extrêmement large, traitement préventif dans les 15 jours, 3 semaines, surtout avec des dermocorticoïdes, dans les suites du haut de Klingman, et ne pas faire un acte si la personne est vraiment très à risque. La même chose, et peut-être ajouter les technologies qui vont probablement prendre de plus en plus de place pour le prévenir autant que possible avant que l'acte soit fait. Je vous remercie pour tous ces éclairages sur ce problème très difficile à gérer pour le patient et pour le dermatologue. Merci. Merci.